Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur Ici Beyrouth pour cette nouvelle édition du journal. L'essentiel de l'actualité de ce lundi, tout de suite dans les titres. Le conflit au Moyen-Orient se transforme en un échiquier mondial. Téhéran menace d'un échec émat et sort la pièce d'Ormuz. Le pétrole, lui, grimpe, tandis que Mujtaba Khamenei remanie la plus haute instance sécuritaire du pays. Nouvelle nuit et journée d'escalade au Liban Sud entre dynamitage et tirs d'artillerie israéliens. Les fonctionnaires, eux, entament une grève générale et menacent d'intensifier la mobilisation. Une nouvelle vague de canicule s'abat sur plusieurs régions du monde, du Sahel à l'Amérique latine, en passant par l'Europe. Près de 900 millions de personnes font face à de fortes chaleurs et de hautes températures. Nous l'avons annoncé en titre, le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmail Baqai, a répondu ce lundi à Donald Trump, qui avait comparé le conflit avec Téhéran la veille à une partie d'échecs. Il a assuré que les Iraniens étaient, je cite, des joueurs d'échecs professionnels, réaffirmant que le détroit d'Ormuz ne pourra être considéré comme une voie navigable sûre tant que le blocus naval américain et les violations américaines se poursuivront. Écoutons-le. کشورهای منطقه نمیتوانند همچون گذشته متکی باشند به ادعای تأمین امنیت از سوی آمریکا. در نظر داشته باشید ما کماکان در جنگ هستیم. مادامی که محاصره دریایی آمریکا ادامه داشته باشه طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد محاصره دریایی از این جنس به مثابه عمل تجاوزکارانه است. مادامی که سایر نقض‌های آمریکا تداوم داشته باشه خب شرایط لازم برای این که بگیم تنگه هرمز تبدیل به یک آبراه امن شده وجود نخواهد داشت. چراغ خاموش و چراغ روشن ایرانیان نشون دادن که شطرنج بازان حرفه‌ای هستند. Une partie d'échecs qui se joue aussi sur les marchés. Le pétrole grimpe ce lundi, les investisseurs restant dans l'incertitude sur Hormuz, alors que le bras de fer continue entre Téhéran et Washington. À la mi-journée, le baril de Brent gagnait 3,17% à 86,2 $, tandis que le baril de WTI américain progressait de 1,01% à 78,97 $. Restons en Iran où la plus haute instance sécuritaire du pays change de tête. Le guide suprême, Mujtaba Khamenei, a annoncé sur X la nomination de Mohsen Rezaei à la tête du Conseil suprême de la sécurité nationale, en remplacement de Mohammad Baqir Zolqadr, désormais nommé son conseiller politique. Âgé de 71 ans, Mohsen Rezaei a dirigé les gardiens de la Révolution de 1981 à 1997, avant d'être nommé en mars conseiller militaire du guide suprême. Il avait déclaré en juillet que le détroit d'Ormuz revêtait, selon lui, davantage d'importance que des bombes atomiques, en référence au programme nucléaire iranien. Enchaînons maintenant avec la situation au Liban, où les opérations israéliennes se poursuivent sans relâche au sud. Dans la journée, plusieurs dynamitages ont été signalés à Mansouri et Majd al-Zoun dans le Kaza de Tyr, mais aussi entre Markaba et Rab Thalassin à Marjaïoun, entre Kfar Tebnit et Arnoun, ainsi qu'à Zawtar al-Sharqiyye dans le Kaza de Nabatiye. Des tirs d'artillerie ont par ailleurs visé Mansouri dans le Kaza de Tyr, Maïs Jabal ainsi que Bani Hayyan dans le Kaza de Marjaïoun, tandis que les auteurs de Al Tahir au sud de Nabatiye ont été frappés à 3 reprises par des drones. Une incursion israélienne a également eu lieu en périphérie ouest de Maïs el-Jabal. Ces développements interviennent après une nuit déjà marquée par l'escalade avec plusieurs explosions à Kfar Tebnit, Haddatha, Taïbé et Der Serien, ainsi que des tirs d'artillerie sur Al Tahir, Zawtar al-Sharqiyye et Mansouri. À l'aube, des tirs à l'arme automatiques avaient également visé les environs de Wadi Slouqi.
Toujours au Liban, le président Joseph Aoun a reçu le chef de la délégation libanaise chargé des négociations avec Israël, Simon Karam. Ce dernier l'a informé des discussions menées la semaine dernière à Rome entre les parties libanaises, américaines et israéliennes. Le chef de l'État lui a ensuite donné ses directives pour la prochaine étape. Sur le plan judiciaire, le procureur général près la Cour de cassation Ahmad Rami El-Hajj a reçu l'ambassadeur des États-Unis Michel Issa pour une visite consacrée au renforcement de la coopération judiciaire entre les deux pays. Washington s'est dit prête à fournir au Liban des informations, équipements et technologies pour appuyer le pouvoir judiciaire. Les deux parties ont également évoqué le cas des Libanais détenteurs de la nationalité américaine suspectés d'avoir commis des infractions aux États-Unis, les Américains proposant de transmettre les informations nécessaires pour permettre d'éventuelles poursuites au Liban. Sur un autre registre, la grève générale des fonctionnaires est entrée aujourd'hui dans une nouvelle phase d'escalade. La Fédération des employés de l'administration publique dénonce le non-respect de leurs droits ainsi que d'une décision du Conseil d'État et prévient que la grève ne sera pas le dernier moyen de pression. Une mobilisation qui regroupe retraités, contractuels, enseignants et plusieurs autres corps de l'administration publique. Walid Jarjar, président du Rassemblement des fonctionnaires, s'est exprimé au micro de Charb El Hnaïné pour Huna Lubnan. عندنا اشتمال لتجمع الروابط على الساعة 2 وأكيد في تصعيد ابتداء من بكرة. ممكن ننزل على الشارع، ممكن نعتصم بشي مطرح، ممكن نفوت على وزارة، ممكن ننزل على مجلس وزراء، اللي هو بده يصير معنا. هلا اليوم بنقرر حسب إمكانياتنا، بس أكيد ما رح نسكت. بنتمنى إنه يغيروا المعادلة ويعطونا حقوقنا، لأنه نحن مش عم نطلب شيء، نحن عم نطلب الإنصاف، نحن عم نطلب حقوق مكتسبة، نحن عم نطلب يلي هن أقروا. في المتقاعدين، المتعاقدين، المساعدين القضائيين، الخدمة الفعلية اللي نحن، العسكريين والقطاع المهني بالتعليم الثانوي والابتدائي. عاملين مع بعضنا وحتى الجامعيين، الأساتذة الجامعيين معنا، عاملين تجمع لروابط. عم بيحكوا إنه هن ممكن إنه هلا طولوا بالكم بركي نحن بآخر الشهر ممكن يزيد في شوية مصريات، بدل ما نعطيكم نص راتب نعطيكم راتب كامل. يعني خبرنا انه هو هلا ما في مصاري، بركي الشهر الجاي بيلموا مصاري اكثر بيعطونا. Sur le plan économique, la crise du carburant provoquée par le refus d'accorder des permis de décharge aux pétroliers semble en voie de révolution. Le président du syndicat des propriétaires de Seston Service, Georges Brax, avait annoncé dimanche que les navires positionnés au large des côtes libanaises allaient commencer à décharger leurs cargaisons. Il a confirmé ce lundi que l'ensemble des dépôts des sociétés importatrices avaient repris une livraison normale d'essence et de diesel, espérant que le carburant soit à nouveau disponible dans toutes les stations du pays, notamment dans la Bekaa et le Liban Sud, aujourd'hui ou demain. De l'autre côté de la frontière, en Syrie, le chemin du retour s'ouvre enfin pour des centaines de Kurdes déplacés depuis plusieurs années. Chassés de Ras El Ain en 2019 par l'offensive turque, ils commencent aujourd'hui à regagner leur foyer. Les détails dans ce reportage. En Syrie, des centaines de Kurdes rentrent enfin chez eux, à Ras El Ain, dans le nord-est du pays, après des années d'exil. Ils avaient fui en 2019 lors d'une offensive turque contre les forces kurdes. Un premier convoi de 2500 personnes a quitté ce lundi un camp près de Hasakeh, direction leur foyer. Ce retour fait suite à un accord signé en janvier entre les autorités kurdes et Damas, prévoyant l'intégration des forces et institutions kurdes au sein de l'État syrien, mais aussi le retour des déplacés. Mais après ces années d'occupation, tout n'est pas si simple. De nombreuses maisons ont été détruites ou pilées, parfois même occupées par d'anciens combattants et leurs familles, dont certains vivraient toujours sur place. Selon l'ONU, 5,5 millions de personnes restent aujourd'hui déplacées à travers la Syrie. Un second convoi, lui, doit prendre la route dans les prochains jours.
Une nouvelle étape, disent les autorités kurdes, vers un retour complet des populations déplacées. Dans le monde, ce mois de juillet a été marqué par une succession d'épisodes de canicule. Du Sahel à l'Amérique latine, en passant par la France et l'Espagne, environ 900 millions de personnes ont vécu le mois de juillet le plus chaud jamais enregistré. Au Sahel, 10 pays battent leur record, avec jusqu'à 2 degrés Celsius de plus que la normale au Tchad et au Soudan. En Amérique centrale, la chaleur relance les craintes de famine avec 16 millions de personnes supplémentaires menacées d'ici 2027 selon l'ONU. En Europe, la sécheresse a nourri des incendies monstres en France et en Espagne, forçant l'évacuation de centaines de milliers de personnes. D'ailleurs, en France, ces vagues de chaleur commencent aussi à peser sur le marché immobilier. Reportage sur ces bouilloires thermiques qui bouleversent les choix immobiliers. Cet été, la France a connu 3 vagues de chaleur. Résultat, climatisation, volets, exposition du logement. Ces critères autrefois secondaires deviennent aujourd'hui essentiels pour qui cherche un nouveau logement. Maintenant, on s'aperçoit que même les canicules arrivent au mois de juin, mai même. Donc, c'est est-ce qu'à partir entre mai et septembre, octobre, en gros, c'est est-ce que je vais pouvoir utiliser cet appartement de manière vivable ou est-ce que je vais devoir aussi fuir comme tout le monde parce qu'il fait trop chaud. Sur le marché, certains agents immobiliers le constatent déjà. Un appartement lumineux mais mal ventilé peut aujourd'hui rester invendu pendant des mois. Malheureusement, voilà, trop chaud. Trop chaud, les gens ont l'impression d'être à l'étouffée là-dedans et pas de possibilité d'aération différente que de mettre une clim. Pour l'instant, il est toujours sur le marché. Un chiffre résume bien cette nouvelle réalité. Selon une étude récente, un logement sur 2 en France serait aujourd'hui une véritable bouilloire thermique. Plus au nord, en Russie, 13 personnes ont été tuées lundi dans une ville industrielle du Tatarstan, l'une des attaques les plus meurtrières sur le territoire russe depuis le début de la guerre. Des drones ukrainiens ont visé des zones résidentielles et industrielles selon Moscou, qui évoquent un acte de terrorisme. Écoutons la porte-parole officielle du comité d'enquête russe. Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой украинских боевиков на промышленные и гражданские объекты Республики Татарстан. ВСУ нанесли удары беспилотниками по жилому сектору, а также объектам промышленности в Нижнекамске. В результате погибли мирные жители, в том числе ребенок. Несколько десятков человек получили ранения. На всех атакованных объектах находились гражданские лица, не участвующие в военных действиях. В очередной раз киевский режим совершил преступление, не имеющее оправдания. Следователи и криминалисты ведут работу по установлению лиц, причастных к совершению этого террористического акта. Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка. Cap sur la Chine maintenant, où le typhon Dolphin a perdu de son intensité après avoir touché terre 2 fois dimanche dans l'est du pays. Il continue toutefois de provoquer de fortes pluies avec des risques d'inondation et de glissement de terrain attendus jusqu'à mardi. Pour rappel, plus d'1 million de personnes ont été évacuées ces derniers jours et près de 1000 vols ont été annulés, notamment à Shanghai où les transports publics ont été suspendus. Le nord du pays est également sous surveillance avec 5 districts pékinois en alerte rouge aux fortes pluies. Ce nouvel épisode survient 2 semaines après le typhon Noul, le plus puissant à avoir touché la Chine cette année. De l'autre côté du globe, en Amérique latine, un séisme de magnitude 7,4 a secoué la Colombie ce lundi, ressenti jusqu'à Bogota et Cali, mais aussi dans les pays voisins en Équateur et au Panama. Son épicentre se situe dans le département du Chocó, où des blessés et des dégâts importants sont rapportés. 6 aéroports ont dû suspendre leurs opérations en raison de dommages liés au séisme qui survient 1 mois et demi après le double tremblement de terre causant la mort de 6000 personnes au Venezuela.
Toujours en Colombie, 6 membres de groupes armés ont été tués dimanche lors des premières opérations militaires lancées par le nouveau président Abelardo de la Espriella, qui a promis la fermeté contre les guérillas et le narcotrafic. Élu sur un discours de fermeté, le nouveau chef d'État a annoncé la fin des négociations de paix avec les guérillas entamées par son prédécesseur Gustavo Petro et promis d'intensifier les frappes contre les groupes armés avec le soutien d'Israël et aussi des États-Unis. Estos resultados operacionales, queridos compatriotas, alcanzados por nuestra fuerza pública, son un mensaje claro y contundente para todos los bandidos en Colombia. No hay lugar en el que se puedan esconder cuando el Estado se decide. He dado instrucción precisa a la fuerza pública de adelantar todas las operaciones que sean necesarias, operaciones que estaban aguantadas por el anterior gobierno. Et la frontière du pays avec le Panama est également sous tension. Celle-ci est placée sous haute surveillance après 2 attentats qui ont fait 1 mort et plusieurs blessés. Le point sur la situation. Le Panama renforce la sécurité à sa frontière avec la Colombie après 2 attentats qui ont fait 1 mort et plusieurs blessés samedi. Les autorités panaméennes ont renforcé les effectifs dans la jungle du Darien, notamment avec des unités terrestres et aéronavales, pour mieux surveiller le territoire et empêcher d'éventuelles incursions de groupes criminels. La operación Escudo Acero tiene dentro de una de las líneas de esfuerzo el control territorial, parte del control territorial y nos alineamos más que todo al plan de gobierno que es más que todo de bloquear todas las costas, bloquear nuestras fronteras. Le Panama partage avec la Colombie 266 km de frontière, une zone difficile d'accès et particulièrement sensible. Ces mesures interviennent alors que la Colombie connaît une recrudescence des tensions sous son nouveau président, Abelardo de la Espriella, qui promet une offensive contre le crime organisé. Direction maintenant Ithaque, en Grèce, la patrie légendaire d'Ulysse. Depuis la sortie du film de Christopher Nolan consacré à l'Odyssée, l'île voit renaître l'intérêt des visiteurs pour son héros mythique. Regardez. À Ithaque, en Grèce, le héros de l'Odyssée pourrait bien devenir le nouveau moteur du tourisme de l'île. Considéré comme la patrie légendaire d'Ulysse, Ithaque attire déjà les curieux depuis la sortie du film de Christopher Nolan, consacré au célèbre voyageur grec. It was my dream to go to Ithaca, and I studied Greek when I was a child, and I studied the Odyssey. I like Odysseus, and this is my dream to go there for the first time. Mais c'est surtout l'année prochaine qu'Ithaque espère voir les réservations exploser. Car si le film n'a pas été tourné sur l'île elle-même, il a ravivé l'intérêt pour ses paysages et pour tout son héritage mythologique. Όχι, ακόμη δεν υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα στο νησί λόγω της ταινίας. Ο προγραμματισμός αυτός θεωρούμε ότι θα γίνει από του χρόνου, όπου η ταινία αυτή σιγά σιγά θα παίξει σε όλο τον κόσμο και έτσι όλοι θα μπουν στην διαδικασία για να έρθουν στο νησί. Statue d'Ulysse sur les places du village, bateau baptisé en hommage à l'Odyssée, plage associée à la légende, ici le mythe est partout. Et pour les autorités locales, derrière le succès du film, c'est bien Homère qui continue aujourd'hui encore de faire voyager. Ainsi s'achève ce journal. Merci encore de nous suivre et de nous rester fidèles. Je vous rappelle que toutes nos éditions sont à retrouver sur le site d'ici Beyrouth ainsi que sur nos réseaux sociaux. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain, 19h.